Cher Jean-Claude Amaïzen, vous qui avez été le président du Conseil national de l'éthique dans notre pays, chère Cynthia Fleury, je salue les responsables, les représentants de la maire de Paris, le président de la Comuesam, tous les responsables d'organismes, d'établissements. Je salue évidemment tous les collègues professeurs du CNAM, tous les collègues enseignants au CNAM, et je vous salue toutes et tous. Merci beaucoup, merci d'être là, parce que c'est un moment solennel, un moment important. Nous sommes heureux collectivement de vous accueillir dans notre amphithéâtre, celui qui porte le nom de notre fondateur, l'abbé Grégoire, et c'est toujours un moment important. Ces leçons inaugurales du CNAM, à l'image de celles du Collège de France, sont une ancienne et belle tradition avec laquelle nous avons voulu renouer, car elle mise beaucoup de nos valeurs et marque de la meilleure des manières l'arrivée d'une personnalité reconnue dans notre établissement. C'est le cas aujourd'hui avec Cynthia Fleury, qu'on ne présente plus, philosophe et psychanalyste de renom, professeur associé à l'École nationale supérieure des mines de Paris, directrice de la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne, membre du comité consultatif national d'éthique. Cynthia avait déjà accompli une très belle carrière avant de nous rejoindre. C'est un honneur pour nous de l'accueillir sous le regard de notre fondateur, l'abbé Grégoire, et comme tant d'autres avant elle, en tant que professeur du Conservatoire national des arts et métiers. Symboliquement, ce soir, dans un monde qui a besoin de ces moments, de ces rituels, j'ai le plaisir de m'introniser comme titulaire de la chaire Humanité et Santé que le président de la République a créée en la nommant le 28 mars dernier. Cette chaire, une nouvelle chaire, et j'y reviendrai, est consacrée à l'éthique et à la philosophie. Cela procure à notre soirée d'autant plus d'intérêt qu'il s'agit, à ma connaissance, de la première chaire dans une histoire longue qui est de celle des chaires du Conservatoire. En effet, en 2019, le Conservatoire fêtera les 200 ans de ses 3 premières chaires. Au début, le Conservatoire, c'est un musée, celui qui est derrière nous, et l'idée de Grégoire était de montrer les objets au peuple de Paris pour les éclairer. Et puis, il y a 2 siècles, en 1819, eh bien, le Conservatoire accueillait le professeur Nicolas Clément, titulaire de la chaire de chimie industrielle appliquée aux arts, Charles Dupin, titulaire de la chaire de mécanique appliquée aux arts, et bien sûr, celui qui restait, mais l'histoire est terrible, le plus célèbre d'entre eux, évidemment, c'est Jean-Baptiste C., titulaire de la chaire d'économie industrielle. Depuis, le nombre de chaires n'a cessé de croître, faisant de ce dispositif l'une des pierres angulaires de notre établissement. Les titulaires de chaires, les professeurs du CNAM, sont aujourd'hui un élément névralgique fondamental de l'accomplissement de nos missions. Ils permettent à la fois d'apporter des nouveaux savoirs, des nouvelles expertises, de déployer de nouvelles formations, et puis de lier, d'articuler directement le conservatoire avec le monde socio-économique, avec le monde professionnel, avec tous les acteurs qui font au quotidien notre société. En cela, il représente une force et un élément de rayonnement auquel je souhaite rendre un vibrant hommage. Le renforcement de leurs fonctions, de leurs activités est un enjeu majeur pour nous et c'est pourquoi nous portons et nous nous prononçons en faveur d'une reconnaissance accrue des professeurs du CNAM, et c'est aussi pour cela que nous avons lancé une initiative de renouvellement des chaires menée avec l'aide précieuse du professeur Jean-Pierre Chevalier pour donner un nouveau souffle à notre offre de formation. Le CNAM a en effet le devoir impérieux de rester à l'avant-garde des évolutions socio-économiques de notre pays. Et cette logique d'adaptation, elle est à la fois au cœur de nos préoccupations et je crois que la création permise par nos autorités de cette chaire Humanité et Santé en est un parfait exemple. La titularisation de Cynthia Fleury marque en outre le franchissement d'un nouveau palier qualitatif en termes de formation sur les questions sociétales, les questions sanitaires, les questions citoyennes, auxquelles sont confrontées la majorité des thématiques ayant trait à la santé. En renforçant notre dispositif de notre équipe pédagogique nationale sur santé et solidarité, cette nouvelle chaire, Humanité et Santé, permet de compléter l'offre proposée par les chaires gestion des services de santé, accessibilité, travail social et intervention sociale,
ainsi qu'économie solidaire, et par les équipes autour des questions d'handicap et d'économie de la santé. Elle marque aussi, et c'est un moment solennel, l'entrée au CNAM d'une discipline prestigieuse qui est la philosophie. Alors qu'il était de coutume que le conservatoire aille vers des disciplines un peu oubliées des universités, je crois que c'est très important que nos horizons au conservatoire s'élargissent en investissant des champs académiques qui ne sont pas les siens a priori. À l'heure où l'éthique devient une préoccupation de tous les instants et dans tous les domaines, l'arrivée, l'entrée, j'allais dire, de la philosophie dans nos murs ouvre de nouvelles perspectives pour l'ensemble de nos formations. Il est absolument fondamental de creuser ce filon et d'élaborer un nouveau modèle de formation consolidant l'enseignement des humanités dans les parcours de nos auditeurs, qu'ils soient ingénieurs, doctorants ou déjà professionnels. Ces attentes en matière de sciences humaines et sociales se font particulièrement nombreuses dans le domaine de la santé, que cela soit pour les personnels soignants, pour les médecins, pour les patients ou encore pour leurs familles. La création de cette chaire Humanité et Santé et la titularisation de Cynthia Fleury prennent ainsi tout leur sens et montrent la volonté profonde qui est notre expression collective du conservatoire de contribuer ensemble au maintien d'un service public de santé efficace, accessible à tous et adapté aux besoins de chacune et de chacun. Je suis donc très heureux de laisser maintenant la parole à votre parrain, Cynthia, à Jean-Claude Ameisen, et je vous remercie de votre présence ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis très touché et très ému de parrainer cette chaire Humanité et Santé, et peut-être m'interroger avec vous sur cet état qui est fluide, changeant perpétuellement, insaisissable, essentiel, et que nous avons l'habitude d'appréhender le plus souvent quand il nous fait défaut, c'est-à-dire la santé. Et nous avons dans notre pays une vision assez restrictive actuellement de la santé. Vous savez que le préambule de notre Constitution dit que la nation garantit à tous la protection de la santé. Et notre budget, heureusement les choses sont en train de changer, mais notre budget de santé publique, qui est l'un des plus élevés dans le monde, consacre 95% de ses fonds à la réparation, au traitement, et moins de 5% à la prévention. Et donc il y a une espèce de confusion entre protéger la santé et réparer les dégâts. Protéger, c'est essayer de tout faire pour éviter que des dégâts surviennent. Et donc la prévention est quelque chose de très important. Nous avons une vision restrictive d'un point de vue économique de la santé. Nous parlons en général de dépenses de santé, comme si économiquement il était évident, je ne parle pas d'un point de vue humain, je ne parle pas en termes de souffrance humaine, mais simplement que d'un point de vue économique, la santé ne pouvait que coûter et pas rapporter. Et d'une manière générale, d'ailleurs, il y a un paradoxe en ce qui concerne l'économie de la santé. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international établissent à intervalles réguliers le coût, la dépense que représente pour les pays qui n'ont pas de système de santé performant l'absence de leur système de santé. Donc ça coûte de ne pas avoir de système de santé. Mais dans les pays qui bénéficient d'un système de santé, on compte ce que ça coûte d'avoir un système de santé. Donc ça serait quelque chose d'assez étrange, la santé, qui coûte quand on en manque et qui coûte quand on en a. Et je crois que nous avons peu tenu compte dans notre pays du rapport, qui a 9 ans déjà, la commission Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi avait remis au président de la République, et qui visait, comme le fait le PNUD depuis longtemps à l'ONU, à considérer que la qualité de vie, l'état de santé, l'espérance de vie en bonne santé, devrait être considérée comme une richesse économique dans un pays, et pas simplement comme une dépense, et devrait faire partie de ce qui constitue l'évaluation d'un PIB, d'un produit intérieur brut. Donc je crois que cette idée que la santé, tout ce qui est fait pour la santé est un coût, et en gros, moins on en fait et plus on économise, est quelque chose qui est une vision assez restrictive. Et puis nous avons souvent une vision restrictive, je dirais, d'un point de vue biologique. C'est-à-dire qu'à juste titre, nous attachons une énorme importance à tout ce que l'imagerie du génome, du métabolome, du protéome, du microbiome peut nous apporter pour
mesurer l'état de santé d'une personne, prévenir des maladies ou les guérir, et nous réalisons beaucoup plus difficilement que ce que nous apprécions à l'intérieur des corps, et souvent l'empreinte tardive de l'environnement. Nous le savons parce que notre charte de l'environnement dit, dans son article 1er, que chacun a droit à un environnement respectueux de la santé. Donc on a cette idée qu'il y a un rapport entre environnement et santé, et on a du mal à le mettre en pratique. Ça n'est pas simplement l'environnement inerte ou l'environnement vivant qui nous entoure, mais c'est notre environnement humain qui a des implications, des conséquences importantes en termes de santé, de maladie. Et cette notion maintenant relativement ancienne à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, de ce qu'on appelle les déterminants socio-économiques de la santé, a du mal à se faire jour dans notre pays, au même titre que les approches médicales plus classiques de la santé. Or, la façon dont nous construisons nos sociétés, la façon dont nous construisons la manière de vivre ensemble, a des répercussions en termes de maladie, d'espérance de vie en bonne santé. Et donc c'est quelque chose, je crois, qui est important et que nous abordons habituellement, ces relations avec l'environnement, et en particulier avec l'environnement social et humain, que nous abordons de manière un peu restrictive. Nous voyons des questions économiques là où il y a des questions de santé. Je m'explique. 3 millions d'enfants vivent dans notre pays sous le seuil de la pauvreté. La dernière défenseur des enfants s'inquiétait des répercussions en termes de santé à venir pour ces enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est une question économique, c'est une question fondamentale de santé publique. L'allocation aux adultes handicapés dans notre pays, qui augmente peu à peu, est toujours sous le seuil de la pauvreté. Et on voit bien qu'en termes de santé pour une personne qui est déjà handicapée, le fait de vivre économiquement sous le seuil de la pauvreté pose des problèmes en termes de santé. Donc là encore, nous avons tendance à séparer des problèmes qui sont profondément intriqués. Comme vous le savez, la définition que l'OMS a donnée de la santé, que l'Organisation mondiale de la santé a donnée de la santé il y a longtemps déjà, c'est non pas une absence de maladie, simplement, mais c'est un état de bien-être. C'est une qualité de vie. C'est un état de bien-être défini comme un bien-être physique, mental et social. Et donc on voit que la médecine qui est essentielle, qui est indispensable, ne suffit pas à elle-même, ne peut pas suffire à assurer un état de bien-être physique, mental et social. Et qu'il faut donc une approche plus large et plus ouverte. Un état de bien-être, une qualité de vie, ça implique les relations aux autres, ça implique les relations sociales, ça implique le fait de vivre avec les autres, parmi les autres. Et nous avons tendance dans notre pays, plus que dans d'autres, à isoler, avec l'idée de les aider, à isoler, regrouper, exiler les personnes qui sont les plus vulnérables. Et les EHPAD, les institutions pour personnes handicapées, sont une spécialité de notre pays. Comme si, au fond, la meilleure façon d'accompagner une personne qui est déjà vulnérable, c'était de couper ses liens avec ceux qui l'entourent, et d'autres pays ont abordé d'autres démarches qui consistent à accompagner la personne là où elle vit, près de là où elle vit et où vivent ses proches, plutôt que de l'envoyer ailleurs pour qu'on l'y accompagne. Vous savez que le paradoxe que soulignait il y a une dizaine d'années le Comité consultatif national d'éthique, c'est que nous allons même jusqu'à envoyer dans d'autres pays à délocaliser des personnes handicapées ou des personnes avec autisme parce que nous n'avons pas la capacité de les accompagner dans notre pays. Donc cette idée d'envoyer ailleurs des personnes qui ont besoin d'aide est quelque chose qu'il faut réinterroger profondément en termes de santé. Et puis nous avons une autre habitude, sans doute inconsciente là encore, c'est de demander aux personnes les plus vulnérables de notre pays d'accompagner les personnes les plus vulnérables de notre pays. C'est-à-dire que les personnes qui sont les aides à domicile, qui travaillent dans des EHPAD, un certain nombre de soignants, des infirmières, des infirmiers, sont sur contrats précaires et mal payés. Et donc on demande à des personnes qui sont déjà en partie vulnérables de l'aider, comme si on déléguait aux vulnérables de notre société, on disait « occupez-vous de ceux qui ont besoin d'aide ». Ça ne nous concerne pas. La question de cette frontière toujours mouvante entre ceux qui disent nous dans une société et ceux qu'on appelle les autres. Et je crois une question extrêmement importante en termes de santé. Si on prend cette dimension de lien social, de collectivité, de relation avec la collectivité dans la définition de la santé. Notre comité, il y a un peu plus de 10 ans, dans un avis sur les personnes handicapées, disait, si je me souviens bien,
qu'une société qui ne reconnaît pas la dignité et la souffrance des personnes les plus vulnérables et les plus démunies, et qui les retranche de la collectivité en raison même de leur vulnérabilité, est une société qui perd son humanité. Et donc ce qui nous amène aux humanités, qui est ce très beau terme que les humanistes de la Renaissance ont donné à une culture ouverte sur tous les moyens que nous avons d'approcher ce qui nous constitue, ce qui constitue les autres et notre relation au monde, et qui est fondée sur un croisement, sur une ouverture non seulement aux sciences dites dures, non seulement aux sciences humaines et sociales, mais à la philosophie, à d'autres approches, et aux arts. Et donc cette idée qu'on ne peut pas prendre en compte la personne avec sa dimension de subjectivité, d'intersubjectivité, si on ne fait que de l'observer avec la meilleure intention du monde, de l'extérieur, si on ne fait que la mesurer, si on ne fait que la voir comme un objet d'étude. Et le philosophe Martin Buber, il y a près d'un siècle, dans un très beau livre qui s'appelle « Je et tu », disait que la science, quand elle parle de nous, et quand ce qu'elle étudie n'est pas une étoile ou un tas de sable, mais un être humain, parle de nous en disant « il » ou « elle » ou « ceci » ou « cela », et que nous vivons comme des « je » qui disent « tu », qui attendent qu'on lui dise « tu » pour participer à la construction d'un nous. Et ce que disait Buber, c'est que la démarche éthique, le mouvement essentiel de la démarche éthique, consiste peut-être à se demander ce que la richesse des découvertes scientifiques peut nous apporter en étant mise au service de ce je, de ce tu et de ce nous, et non pas en mettant au service le je, le tu et le nous, au service de ce que nous croyons avoir appris à un moment donné grâce aux sciences. Donc je crois que là, toutes les focales que nous avons, encore une fois pour apprécier la complexité de ce que nous appelons la réalité, et les sciences en sont une partie essentielle, est indispensable, nécessaire, mais pas suffisant, et qu'il faut ouvrir au-delà. En ce qui concerne simplement la médecine, et c'est quelque chose de relativement récent dans notre pays, qui a commencé ailleurs un peu plus tôt, on a découvert l'importance de la subjectivité. À l'interrogatoire de la personne qui vient, du patient, de la patiente, qui est utile aux médecins, aux soignants, pour savoir, pour poser un diagnostic, pour recommander un traitement, et qui est quelque chose où, au fond, ce qu'on veut, c'est des renseignements objectifs. Quand êtes-vous tombé, quand avez-vous telle maladie, qu'est-ce qui vous est arrivé, etc. Se substitue progressivement ce qu'on appelle la médecine narrative, c'est-à-dire une prise en compte de la manière dont la personne vit les accidents qui lui sont arrivés. Et cette idée que Ricoeur disait que toute identité est une identité narrative, que c'est en se racontant à soi-même et aux autres que l'on construit, que l'on s'approprie ce qui nous est arrivé, qu'on en fait une histoire cohérente qui a un sens. Et bien cette idée, c'est que la médecine narrative a un pouvoir thérapeutique en elle-même, dans la mesure où elle permet à la personne de se reconstruire, tout en permettant aux autres de mieux la comprendre et de mieux l'aider. D'où l'idée d'un dialogue, non pas simplement d'une écoute, et d'un dialogue qui fait appel à la subjectivité. Il y a presque 30 ans, il y a 25 ans, une université aux États-Unis, l'université Yale, a développé quelque chose qui maintenant est devenu habituel dans toutes les universités des États-Unis, d'Angleterre, et qui commence difficilement dans notre pays, et qui était de demander que les étudiants en médecine, pendant un an, aient des cours d'initiation à la peinture. Il y a un très bon musée de peinture à Yale qui est très célèbre. Et donc, on demandait aux étudiants en médecine d'aller, d'étudier les tableaux, de peindre, de les décrire. Et le but était de développer leur empathie. C'est-à-dire qu'ils réalisent, en voyant ces portraits, en voyant ces situations, qu'en face d'eux, il n'y avait pas simplement quelqu'un qui présente une maladie, il y avait une personne avec ses émotions, avec ses espoirs, avec ses craintes. Et le résultat était qu'en effet, cette année augmentait l'empathie, le dialogue de la personne, sa capacité d'appréhender la personne. Mais ce qui a causé une surprise et ce qui a entraîné la publication des résultats, c'est que non seulement l'empathie des étudiants en médecine était augmentée, mais leur sens diagnostique s'était amélioré. Et donc ce qui normalement semblait ressortir uniquement de la froide mécanique de la raison, eh bien, était amélioré par quelque chose qui était de l'ordre de l'empathie. L'explication qui a été donnée, qui est la plus simple, c'est que lorsque vous attachez de l'importance à une personne,
eh bien, vous mettez plus au service de cette personne, vos capacités, y compris intellectuelles, que lorsque vous n'attachez pas d'importance à la personne. Et donc, dans toutes les universités aux États-Unis et en Angleterre, il y a, depuis assez longtemps maintenant, des cours d'initiation à l'art, qu'il s'agisse d'initiation à la peinture, d'ateliers littéraires, d'ateliers de théâtre, peu importe, le problème est de pouvoir augmenter, améliorer ce qu'on peut saisir de la subjectivité de l'autre, et donc de construire dans cette volonté d'aider, dans cette vocation d'aider l'autre, l'importance de la personne. Vous savez qu'en anglais, on parlait des théories du care. Ce que je trouve intéressant, c'est la polysémie des mots. Nous disons soin quand nous ne disons pas traitement, et nous confondons souvent les deux. On dit souvent que pour une personne, c'est très étonnant, en fin de vie, il faut arrêter les soins. Si on se arrête sur les personnes, alors qu'il y a des situations où on peut arrêter les traitements quand ils sont inutiles et que la personne n'est pas demandée, mais pas les soins. Et on parle tout le temps d'arrêt des soins, comme si on allait sortir et fermer la porte, ce qui malheureusement est trop souvent le cas. Le soin, ça fait appel un peu à une interrogation sur la qualité de ce qu'on est en train de faire. Les Anglais disent care. Et care, c'est to care for somebody, c'est attacher de l'importance à la personne. Donc je crois que c'est important de réaliser que c'est pas simplement la qualité de ce qu'on fait qui compte, c'est la réalisation que c'est au service d'une personne qu'on considère comme importante, et c'est parce qu'on la considère comme importante qu'on le fait. Bon pour les médecins, bon l'art pour les patients. Et il y a une initiative qui s'appelle le Théâtre du Vécu, qui a été développée en particulier en France par le diabétologue André Clément, mais par d'autres aussi, et dans d'autres pays en Europe, et qui consiste, pour des personnes qui le souhaitent, qui sont malades, en l'occurrence des personnes atteintes de diabète, et toute maladie est un bouleversement intime, indépendamment des conséquences physiologiques qu'elle provoque, de raconter l'histoire sous la forme d'une pièce de théâtre. Et ensuite, de pouvoir mettre en scène cette pièce de théâtre, avec un metteur en scène professionnel et des acteurs professionnels. Et puis dans une troisième étape, lorsque la pièce est jouée, d'être assis parmi les spectateurs et de voir jouer la pièce qu'on a écrite et qu'on a mise en scène. Et donc ces voyages, ces transmutations, ces métamorphoses ont pour effet, souvent, de permettre à la personne de prendre cette distance, de s'approprier et de ne plus subir ce qu'elle a vécu, mais encore une fois d'en être plus responsable, d'en avoir fait une partie de soi. Et donc je crois que tout ce qui est de l'ordre des humanités, qui est souvent considéré comme un peu comme les langues mortes, c'est essentiel, mais on a des choses plus importantes à faire. Donc ce respect qui ne se traduit pas en actes, on dit les humanités c'est important, il faudrait que, etc. C'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que les humanités, cette très belle notion, nous permettent, et nous permettront sans doute, en matière de santé dans d'autres domaines, de regagner plus d'humanité sans S, d'humanité au singulier. Et je crois que ça demande des changements culturels importants. Et comme tous les changements culturels et tous les changements de société, ça demande du courage. Et Cynthia Fleury a écrit un très beau livre sur le courage. J'ai connu Cynthia Fleury, surtout au comité consultatif national d'éthique, et j'ai beaucoup apprécié la clarté de sa pensée, la profondeur de ses engagements au service des autres, et de ses engagements dans la vie publique, dans la politique, dans ce qu'elle a d'étymologique, c'est-à-dire la vie de la société, la vie collective. Et donc je sais que tu apporteras à cette chaire l'ouverture, l'élan, le dynamisme, la rigueur qui lui est indispensable. Et tous mes voeux t'accompagnent, et tous mes voeux accompagnent tous ceux qui participeront à la belle aventure de cette chaire. Merci. La leçon est faite, moi je pense. Pour ceux qui se posent tout de même la question de la couleur que je porte, puisqu'il y a un brin de captation quand même de cette couleur en ce moment, c'est celle des humanités. Et donc j'en suis extrêmement fière.
Écoutez, c'est une vraie joie. D'abord, cher administrateur général, chers parrains, chers collègues, chers amis, chères familles, chère humanité et santé. L'intitulé est impressionnant tant il est holistique. Avec ce terme d'humanité, ça a été dit, très bien dit, on refait lien avec la grande tradition renaissante du trivium et du quadrivium. Et puis avec ce terme santé, il y a quelque chose de moderne. On pense à la santé des hommes, des personnes, à la santé publique comme un bien commun, à la santé des populations, à la santé des personnes. La santé des populations, la modernité se fait plus ordonnancement du monde. Et puis il y a quelque chose de plus archaïque, de plus primordial, de plus ancestral peut-être, de plus cosmique. Une vision nietzschéenne de la grande santé, du lien au vivant dans son ensemble. À moins que ne se situe là aussi la notion de la modernité critique. Car impossible aujourd'hui d'envisager les humanités hors de la question anthropocénique. Impossible donc de ne pas la penser entrelacée à celle du vivant. Alors que les humanités ont été plus inauguralement le haut lieu de l'exceptionnalité de l'homme, vécu comme coupure, rupture, scission d'avec le reste de la nature. Pour ma part, défendre l'exceptionnalité de l'homme reste la seule manière d'imaginer et de maintenir l'humanisme du genre humain, au sens où cet humanisme remet en cause les barbaries de l'homme, au sens où cet humanisme est ce visage capable de mettre à nu son horreur et son spectre. Donc l'exceptionnalité de l'homme demeure une fiction régulatrice. Encore faut-il l'interpréter justement du côté de la responsabilité, du côté de l'éthique, et du cercle de l'éthique à agrandir, et non pas d'impunité. Donc une exceptionnalité de l'homme du côté du devoir de symbolisation et de sublimation, pour nous permettre non pas de nier nos limites intrinsèques, nos manques, mais d'en faire quelque chose, et de bâtir une société qui ne soit pas celle du ressentiment, et un être humain qui ne soit lui non plus l'objet ou le sujet des seules pulsions mortifères. Bien sûr, une exceptionnalité de l'homme du côté de la responsabilité, de l'obligation éthique et épistémologique de poursuivre encore et toujours cette tâche humaniste, de former l'humain, de le maintenir maître de sa forme et critique de cette même forme et formation. À l'horizon, il s'agit de cela, à la chaire humanité et santé, se soucier de rendre capacitaires les individus. Comprendre que la vulnérabilité est liée à l'autonomie, qu'elle la densifie, qu'elle la rend viable, humaine. Travailler à faire que cette vulnérabilité soit la moins irréversible possible, c'est l'enjeu philosophique, métaphysique. Et dans sa version plus clinicienne et applicative, il s'agit de penser la santé avec la communauté médicale pour l'inscrire dans la démarche désormais classique, ça vient d'être dit également par Jean-Claude, intégrative de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, non pas seulement l'absence de maladie, mais un bien-être physique, psychique, social, et nous pourrions en rajouter environnemental. La leçon inaugurale est un exercice que les professeurs en chaire connaissent bien. La dernière fois que je me suis prêtée à un tel exercice à la fois commun et différenciant, c'était l'habilitation à diriger les recherches. Et là aussi, exercice convenu, plutôt récent, 1984 si on s'en réfère au décret, mais vieux comme l'université, si l'on va à la racine de l'exercice, à savoir la prise de parole devant les pairs. La leçon suit, d'une certaine manière, l'habilitation d'un plaidoyer tout aussi personnel qu'académique qui vient parcourir plus de 20 ans de travail de recherche, d'enseignement. Les années passent, et plus spécifiquement, c'est vrai, d'interrogation quant à la place d'un chercheur, philosophe, psychanalyste dans la cité. La notion des humanités refait lien avec le premier territoire de recherche qui a été le mien, la Renaissance. Et bien sûr, les Lumières et leur au-delà. Poser les humanités au cœur de la santé, c'est se rattacher à cette histoire pour laquelle l'homme ne demeure humain qu'à condition de refuser de se dessaisir de sa propre faculté de jugement. La préservation, la formation, le renforcement, l'émergence de cette faculté de juger
Tels sont les enjeux d'une chère humanité et santé, maintenir l'homme dans son exceptionnalité, même si celle-ci est fictive, mais elle reste régulatrice, densifier cette exceptionnalité, l'alimenter par la responsabilité. Il y a là un héritage terriblement arendtien de la chair, la question d'un monde commun, et lévinassien dans le sens où le visage de l'autre doit rester une inspiration pour le sujet, et c'est loin d'être une évidence. Il n'y a plus d'évidence dans cette idée d'un monde commun et dans ce nécessaire respect du visage de l'autre. Avant d'en venir aux héritages plus théoriques et historiographiques de la chair, vous dire encore un mot d'un itinéraire plus personnel, certes indissociable des aînés de la philosophie et des humanités, mais néanmoins autour de concepts que j'ai voulu définir par moi-même. J'ai travaillé sur le lien entre individuation et état de droit. La notion d'irremplaçabilité m'a semblé pertinente pour dire l'angoisse d'anéantissement ou la fascination d'anéantissement du monde contemporain, car le rapport à la remplaçabilité est ambivalent. Beaucoup de patients finissent par se révéler disparaissants ou sans émotion pour cesser leur compagnonnage qu'ils jugent inutile et cruel avec la douleur. Beaucoup se verraient automates pour ne plus souffrir. Beaucoup se comportent comme des automates pour ne plus interroger leurs valeurs et leurs pratiques et leur santé physique et psychique. Je pense être devenue psychanalyste sur le tard pour être au plus près de cette volonté humaine flirtant avec l'appel à l'aide et l'appel à la disparition. On ne s'adresse pas tout à fait aux philosophes comme aux psychanalystes, le second est tout de même, quand même, perçu comme un thérapeute, quelqu'un qui se soucie de soigner et pas seulement de connaître la vérité. Je reviendrai sur ce point différenciant la vérité d'un côté, la vérité et la vérité capacitaire, qui rend capacitaire l'autre, qui permet la sublimation, la résilience, le rétablissement, alors que parfois une vérité ne peut parfois ne rien produire d'autre, voire l'assignation à résidence douloureuse. Écouter la parole des patients, c'est très vite prendre conscience que toute tentative de désindividuation prend appui sur la déverbalisation. Celle-ci ne renvoie pas seulement aux mots taillés en pièces. La déverbalisation n'est pas seulement l'impossibilité de traduire précisément ce que l'on pense, elle porte atteinte à la faculté même de conception intellectuelle. La prise de conscience de l'injustice sociale nécessite le langage pour la penser. Sans les mots pour le dire, la conscience est comme paralysée, stoppée dans son éveil. Quant à la notion d'irremplaçabilité, je l'ai expérimentée par défaut, en clinique, avec mes patients. Les individus qui ont un sentiment de remplaçabilité tombent malades et peuvent opérer des passages à l'acte contre eux-mêmes ou autrui. Ils sont victimes en fait de désubjectivation. Il y a comme une détérioration du sujet. Mon dernier point était de montrer que quand l'état de droit détruit ses citoyens en leur donnant un sentiment de chosification, il se porte atteinte à lui-même, car ces sujets, anéantis, réduits au moi minimal, deviennent étrangers au sentiment d'engagement dans la sphère publique ou traduisent politiquement leur ressentiment par des votes plus extrémistes. Quel est le lien entre le soin, la santé mentale, l'être au monde, l'irremplaçabilité? Pourquoi lier ces différentes notions? Un bébé, ça n'existe pas, écrit Winnicott, non pour souligner le fait qu'un bébé n'est pas un être vivant, mais qu'il n'est pas agent spontanément. Autrement dit, le bébé, ça n'existe pas en tant qu'homme, en tant qu'individu agent, sujet, mais être vivant dépendant d'un autrui, soutenant son monde pour qu'il y advienne. Où se consolide l'individuation de ce futur homme? Où se consolide cette irremplaçabilité, cette subjectivation qui s'engage, où prend-elle naissance, si ce n'est dans une autre irremplaçabilité qui renvoie bien sûr à la parentalité. Mais nous pouvons élargir et comprendre qu'il peut s'agir d'un soin tout aussi singulier, mais qui n'est pas nécessairement familial, qui peut être institutionnel.
Winnicott définit ce soin comme l'élaboration imaginative de la mère. Mais là aussi, nous pouvons ouvrir. Le terme important, c'est l'élaboration imaginative. De quel type d'élaboration imaginative nos institutions sont-elles capables? De quel type d'élaboration imaginative nos soignants, nos soignés, nous tous, sommes-nous capables? Voilà une définition du soin. Il s'agit d'imagination, d'imagination vera, comme disent les Renaissants, d'imagination vera, au sens donc renaissant du terme, pardonnez-moi encore de refaire lien avec mes travaux doctoraux. Il s'agit de comprendre qu'imagination et soin nous permettent de constituer un rapport au monde, un rapport au réel. L'imagination nous permet de rendre habitable le réel. Laissons la préoccupation maternelle primaire ou primordiale. Rappelons juste que Winnicott en fait une métaphore du travail thérapeutique. Je le cite, c'était en 1952. « Ce que nous faisons dans la thérapie, c'est tenter d'imiter le processus naturel qui caractérise le comportement de toute mère avec son propre bébé. La santé mentale n'existe que si un développement antérieur a permis son édification. La santé mentale est le résultat des soins ininterrompus qui permettent une continuité du développement affectif personnel. Nous vivons une nouvelle crise de la subjectivité au sens où elle est au carrefour de plusieurs pressions. La pression économique, de rationalisation économique, qui veut faire du non-N-O-M un chiffre, du qualitatif un quantitatif, mais aussi la pression technologique et numérique, qui voudrait réduire le sujet à des données, mais aussi une pression neuro-amélioratrice, augmentatrice, qui dévalue là aussi la notion du perfectionnement humain, en lui substituant l'idée d'augmentation. La pression politique et démocratique qui désubstantialise l'État social en pensant maintenir l'État de droit, alors que celui-ci devient l'ombre de lui-même et porteur de principes de plus en plus parfois liberticides. Et le monde du soin, de la santé est le terrain même de cette expérimentation de la crise du sujet. Pas sujet du patient, mais sujet des soignants. Le pied est d'autant plus critique que la santé, comme l'éducation, est ce haut lieu de la construction et de la protection de la personne. Je voudrais tout de suite éviter la mise en place d'un contresens. Je n'ai nulle approche doloriste. Je ne crois pas à la douleur nécessaire pour construire son sujet. Je peux même souvent vérifier l'inverse, que la douleur peut empêcher le sujet de se construire, que cette souffrance soit physique ou psychique, aiguë ou chronique. J'accompagne les travaux de recherche et de traitement de tous ceux qui défendent une lutte contre la douleur dans le but de l'éradiquer, tout comme la maladie. Pour autant, une fois posé cela, la douleur, quand elle est là, ne peut être niée. La reconnaître est à la fois nécessaire et non suffisant, car je connais aussi la victimisation que certains patients ou individus peuvent mettre en place avec la douleur et un rapport quasi identitaire à elle. C'est là où l'héritage de Canguilhem reste important et bien connu, même s'il n'est pas toujours respecté. Poser la maladie comme une question de normativité et non de non-normalité. Autrement dit, poser la santé et la maladie comme une puissance de normes, d'invention des normes de vie. La maladie n'étant pas l'absence d'invention de normes de vie, mais plutôt sa diminution, ou plutôt une invention de normes de vie corrélée à de l'hypercontrainte. L'enjeu était alors, pour nous, les soignants, enseignants et thérapeutes, de consolider les capacités de l'individu, qu'il soit malade ou non, d'accompagner l'individu dans sa réinvention des normes de vie, autrement dit de lui suggérer l'entrée dans une dynamique de création et non lui faire viser un retour à l'état antérieur, ce qui demeure illusoire. C'est une vision dialectique de la santé, mais aussi de la maladie, et plus simplement encore du sujet. Dire un mot aussi sur le terme « chair », avec un « e ». Ici, il s'agit de se rattacher à la notion de lieu.
et de dispositif. Pas dans le seul sens machinique qui brise, mais au sens de Foucault et d'Agamben, ou au sens de Latour, théoricien de l'acteur réseau, qui ne dissocie pas une raison de son réseau. Il s'agit là de penser un écosystème, un outil, qui est un processus de générativité de concepts et de prototypes. Dispositif parce que la relation entre le pouvoir et le savoir est aussi assumée. Personne n'est dupe, il s'agit aussi d'élaborer grâce à la chair les légitimités à venir. Lieu au sens de Cora, c'est un terme que l'on trouve grec chez Platon, dans Tinée, dans lequel Platon rappelle que l'être sensible a besoin d'un lieu pour advenir, et dès lors séparer la chose de son lieu est problématique. Platon va user d'autres termes pour comparer ce qu'il entend par lieu. Il va évoquer la mer, la nourrice, le porte-empreinte. Je le cite. C'est quelque chose qui demeure identique, un lieu, une forme invisible qui reçoit toute chose sans revêtir elle-même une seule forme semblable à celle qui entre en elle et qui participe de l'intelligible d'une manière fort obscure, saisissable seulement par une sorte de raison bâtarde. C'est ça un lieu. Alors oui, il y a ici une raison bâtarde, il y a ici une manière fort obscure de participer de l'intelligible. Le lieu, la Cora, et le devenir, la génésis, sont dialectisés. Cela ne signifie pas que la conception aristotélicienne du topos du lieu est niée, elle n'est simplement pas exclusive. Ces lieux ont toujours existé. Ils sont les héritiers institutionnalisés, bien réels, eux, de l'abbaye de Thélème, rabelaisienne et bien fictive. Vous vous souvenez, le frère Jean va bâtir cette abbaye pour y refuser l'obéissance comme lien au monde et aux autres. Comment pourrais-je, dit-il, gouverner autrui qui moi-même gouverner ne saurait? Une autre devise prend la main. Fais ce que voudra. Alors bien sûr, le dispositif vient discipliner cette volonté. Un endroit où on aurait pu faire ce qu'on veut, dira Boltanski plus tard, en narrant l'aventure des actes de la recherche en sciences sociales. Je le cite. On avait du mal à faire passer nos papiers dans les revues universitaires officielles. Avec Comité, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, on va citer la revue française de sociologie. Et il fallait, pour y parvenir, se plier à un long et parfois pénible processus, écouter les remarques, c'est-à-dire, pour parler clair, les remontrances, de gens, de collègues, pas forcément très estimables, gardiens de normes qui sortaient d'on ne sait où, mais qui tenaient pour sacrés et qui étaient au nom de la science et de ce qu'ils appelaient l'épistémologie, conçue sur le modèle d'une morale essentiellement répressive, nous soumettaient à des interrogatoires aussi tatillons que l'on aurait fait un vieux confesseur d'autrefois. Combien de questionnaires administrés, l'équivalent académique du fameux « Combien de fois, mon enfant ?» On en avait marre. Et c'est ainsi qu'était née l'idée d'avoir notre propre revue, un endroit où on aurait pu faire ce qu'on veut, écrire comme on le souhaitait, développer les terrains qui nous intéressaient, d'écrire et critiquer tout à la fois, bref, faire de la sociologie. C'est ainsi que la sociologie critique est née. La sociologie de la sociologie, avec bon Dieu. Ici, ce sera faire de la philosophie. Une philosophie clinique, une philosophie clinicienne même. Pas simplement applicative au sens où elle viendrait appliquer des théories pensées ailleurs, mais clinicienne au sens où elle s'articule avec la pensée des parties prenantes. Faire de la philosophie, pas simplement la penser, faire, l'expérimenter, au sens de Dewey, qui est donné à l'expérience. L'expérience, c'est ce qui nous protège de la fascination pour la certitude, du besoin maladif de sens. C'est ce qui fait comprendre que connaissance, incertitude, fallibilité travaillent de concert. Et l'obligation d'expérience, de vivre le savoir, de le ressentir, de l'expérimenter, de tenter de le reproduire, nous permet de consolider les étapes malgré un sol plus que mouvant.
Il faut prendre soin des conséquences, veiller à elles, dit Way. Une action dont on ne considère pas les conséquences ne nous livre en elle-même aucun enseignement. Et les conséquences sont dépourvues de signification tant qu'elles ne sont pas rapportées à l'action qui en est l'origine. L'ensemble constitué par l'action et ses conséquences seul constitue une expérience. Il faut avoir vécu, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir souffert, avoir enduré les conséquences de ce qu'on a fait. Ce rapport étroit entre faire, souffrir, subir, forme, dit Way, ce que l'on appelle expérience. Fais ce que voudra. De manière plus grandiloquente et lumineuse, c'est le penser par soi-même de Kant. Pas moins, pas plus tout de même. Sortir de l'état de minorité, physique et mentale, oser penser. Ce risque-là de la pensée construit la connaissance et le soin. Car prendre soin de quelqu'un, c'est prendre le risque de son émancipation et donc de la séparation d'avec soi-même. C'est précisément l'amener vers son autonomie, lui laissant le privilège de la coupure et pour soi le sentiment d'abandon et d'ingratitude inévitable. Ces lieux ont été ceux de Saint-Alban avec Tosquelles, de Kingsley Hall avec Cooper, avec Leng, de Palo Alto avec Benson, avec Václavic, de Laborde bien sûr avec Oury. C'est l'Institut d'histoire des sciences, devenu depuis Histoire des sciences et des techniques et succédant à la chaire d'histoire de la philosophie dans ses rapports avec les sciences, de la Sorbonne, qui a eu tant d'illustres représentants des humanités scientifiques. Ils prendront part, c'est Bachelard, c'est Canguilhem, c'est Foucault, c'est Bouvresse, c'est encore la Revue des sciences sociales avec Bourdieu et Boltanski, un lieu où le nom des pairs, P-A-I-R-S, est déconstruit, où il est possible de penser hors d'eux, sans être marginalisé, mais précisément pour créer des légitimités futures. La méthodologie de la chaire Humanité et Santé ne dissocie pas les approches subjectives, institutionnelles et politiques du soin. Le soin n'appartient pas à une caste de soignants qui distribueraient leurs soins, comme d'autres les bonnes paroles, aux dits soignés, incapables d'être actifs dans le processus du soin. Le soin est une fonction en partage, relevant de l'alliance dialectique, créative, des soignants et des soignés qui, ensemble, font éclore une dynamique singulière, notamment tissée grâce à la spécificité des sujets qu'ils sont. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que la seule subjectivité fait l'affaire, mais qu'elle est partie prenante de la réussite du soin, de son caractère opérationnel. Si le soin est central pour le sujet, au sens où il est matriciel, pour l'épanouissement de l'individuation, d'une certaine forme de bien-être personnel, le sujet est également, bien sûr, central pour le soin, au sens où le colloque singulier, ou encore la qualité des relations intersubjectives entre soignés et soignants, entre soignants eux-mêmes, et s'ouvre ici, nous y reviendrons, la grande question institutionnelle, sont déterminants, ou encore la reconnaissance subjective réciproque entre patients et soignants. Soins et sujet avec un S sont indissociables. Et s'ils sont à l'inverse contraints à la dissociation, ils mettent en péril et le soin et le sujet. Si toute une partie des médecins, des patients et des familles ont l'intuition, voire pratique, et font évoluer ce savoir-faire et ce savoir-être du soin, il n'en demeure pas moins que la relative faible présence des humanités dans la formation initiale et continue des médecins, comme l'émergence encore timide de l'éducation thérapeutique, ne facilite pas cet enseignement. Or, cela est constitutif de la performance du soin et de son perfectionnement, au même titre que la présence des technologies les plus modernes, et constitue même la seule condition d'appropriation possible de ces dernières. Les héritages théoriques de la chaire Humanité et Santé sont multiples. Canguilhem, Foucault, Pollack, Goffman, mais aussi trois grandes écoles de pensée, celle de l'école de Francfort, d'Adorno à Axel Honneth, celle-là même qui déconstruit les avatars de la rationalité instrumentale et calculante et qui interroge les processus de réification du sujet, celle de l'école de Palo Alto qui interroge l'interactionnisme et les perceptions de la réalité, et enfin celle bien représentée au CNAM
celle de psychodynamique. Dans d'autres lieux, elle peut porter le nom aussi de psychothérapie institutionnelle, avec Guattari, Tosquelles, Houry. Autrement dit, tous ceux qui sont venus traquer les dysfonctionnements de la fabrique collective, les dysfonctionnements du soin institutionnel et tenter d'y remédier. Pour ne pas s'endormir, il y a une petite gymnastique à pratiquer tous les matins, disait Houry, comme le pianiste fait ses gammes. Cette gymnastique, c'est de dissocier le statut, le rôle et la fonction. Et il avait parfaitement vu que soigner le malade sans soigner l'institution relevait purement et simplement de l'imposture. Les humanités, et notamment la philosophie, défendent une approche du soin plus holistique et dans laquelle la vulnérabilité du patient est prise en compte sans jamais la renforcer ni la considérer comme synonyme d'incapacité. La vulnérabilité, d'ailleurs, est une vérité de la condition humaine, partagée par tous, et pas uniquement par ceux qui font l'expérience plus spécifique de la maladie. Certes, la vulnérabilité fragilise le sujet, mais chacun doit se rappeler qu'elle peut être aussi l'occasion d'une sublimation possible, qu'elle l'est d'ailleurs souvent, tant l'individu reconquiert son individuation à l'aune des épreuves existentielles qu'il traverse. La lecture des vies des créateurs révèle souvent les affres qu'ils ont éprouvés avant de les transformer en style, en art, en œuvre, en progrès et en connaissance pour le reste des hommes. Il ne s'agit nullement encore une fois de défendre une approche doloriste, au sens où l'expérience de la douleur serait source de vérité et d'amélioration du genre humain, mais de rappeler ce fait essentiel, que la vulnérabilité et qu'elle peut être l'objet, encore une fois, d'un soin qui la rend capacitaire. Veiller dans la santé à construire une vérité capacitaire, qui donne au sujet malade les moyens physiques et psychiques de dépasser sa maladie, est d'ailleurs un fait de toute importance pour le médecin. Dire la vérité au malade est certes une nécessité, mais la nécessité de veiller à ce que la vérité n'affaiblisse pas le sujet et les aidants, mais les renforce dans leur quête de traitement, de guérison, est également un fait important, d'autant que le régime d'incertitude dans lequel évolue la médecine, nous tous, invite à une certaine forme d'humilité par rapport à la perception de ce qui est vérité. Et l'enseignement des humanités permet notamment d'envisager cette vérité avec toute sa complexité. Ce sont des approches cliniques de la sollicitude et de la prudence. Dans la relation au patient, quel qu'il soit, ces différentes notions articulées à des savoir-être, à des savoir-être et des savoir-faire spécifiques sont déterminantes pour créer l'optimisation du soin, les conditions d'acceptabilité du traitement, sa juste observance, comme les conditions du rétablissement qui peuvent en découler. On a parlé de médecine narrative, et tout cela montre clairement que la sollicitude permet une qualité d'écoute essentielle pour obtenir quantité d'éléments informationnels en vue du diagnostic et de l'amélioration de l'observance du traitement du fait d'une meilleure compréhension du sujet. Si la médecine recherche la vérité scientifique au sens du meilleur diagnostic possible, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas assimilable à une pure recherche mathématique ou laborantine qui peut fonctionner de façon abstraite sans se soucier de son impact sur les personnes. À la différence, la médecine, comme la clinique analytique, doit se soucier d'articuler la vérité à une notion capacitaire. En d'autres termes, la vérité qu'elle délivre ne doit pas être contre-productive. Encore une fois, on doit lier dire la vérité et ne pas être nuisible. Ce n'est pas une raison, bien sûr, pour se dédouaner de l'obligation de vérité, mais c'est un enjeu de construire l'accueil de cette vérité. Le soin, c'est cette capacité d'accueillir cette vérité-là. Et une capacité ou une capacité se définit par le dépassement de la liberté formelle, soit l'expérience en termes de choix qualitatifs de vie qu'elle déploie de façon explicite. Alors pour conclure, manifester une forme de prud'homie, qui est le terme qu'on trouve chez Montaigne, chez les soignants, c'est avoir conscience de la pluralité des savoirs, qu'ils soient expérientiels ou académiques, veiller à ne pas techniciser son expertise, comme à ne pas dévaloriser l'expertise du patient. Dans un univers du soin de plus en plus technicisé, le sentiment de déshumanisation peut être fort et la sensation abandonnique renforcée chez le patient.
L'accompagnement humain pour une meilleure appropriation de la technicité des soins et des traitements est donc essentiel pour éviter chez le patient ce sentiment dont nous avons parlé de chosification, ou tout simplement une perte d'autonomie, ou la perception d'un consentement bafoué, car non suffisamment informé. Pour autant, la sollicitude ne doit pas inscrire le patient dans une position victimaire. Prenons le cas des victimes post-traumatiques, la frontière est ténue entre la reconnaissance du statut de la victime et sa non-victimisation, tant le statut même de victime est ambivalent. Il produit simultanément reconnaissance et possible réification de la personne. On a la même chose avec la question du handicap. On a la même chose avec la question de la vulnérabilité. Il est donc impératif d'articuler cette éthique de la reconnaissance et cette éthique de la résilience. La sollicitude, la prudence, la prud'homie, la résilience, la réflexion éthique ne sont pas des suppléments d'âme, mais des facultés humaines, comportementales, psychiques et psychosociales à développer chez les soignants pour leur permettre d'être plus opérationnels, plus performants dans le soin des patients. Les facultés de médecine et la formation continue des professionnels, je l'ai dit, donnent encore trop peu de place à l'enseignement des humanités dans leur cursus. Heureusement, des programmes d'humanité en santé existent partout en France, même si leur présence n'est pas encore systématique, ce qui serait souhaitable pour ne pas discriminer les étudiants ou les professionnels par rapport à leur accès, sans parler du fait que les heures de cours d'humanité dans les premières, deuxième, troisième années à l'université sont encore trop peu nombreuses et que les formations sont encore trop le fait des facultés de sciences humaines et sociales et non à proprement parler des facultés de médecine. Développer ces programmes, les insérer dans les facultés de médecine, faciliter les doubles cursus entre facultés de sciences humaines et sociales et facultés de médecine, c'est véritablement un enjeu absolument déterminant. La problématique de la fonction soignante en partage invite également à étudier les organisations institutionnelles, sociales et sanitaires et à vérifier qu'elles sont compatibles avec une éthique du soin. Les cas d'épuisement professionnel chez les soignants, notamment en secteur hospitalier ou encore chez les étudiants, qu'ils soient élèves infirmiers, futurs médecins, le nombre toujours conséquent de suicides des soignants, ou encore le nombre encore trop important des dénonciations des patients concernant les pratiques soignantes trop chosifiantes, ne sont certes pas le simple fait des organisations liées à la santé. Tous les secteurs publics comme les entreprises, comme aussi les associations, ont été victimes ces dernières années d'un management déshumanisant, oscillant entre pression arbitraire et injonctions contradictoires et rendant malade quantité de personnel. La situation n'est donc pas unique. Néanmoins, que l'univers du soin soit lui-même malade n'est pas sans conséquences spécifiques dans la mesure où l'impact de ce manque de soins dans un espace qui est précisément destiné à soigner, ce qui n'est pas le cas normalement d'une administration ordinaire, est bien plus dommageable pour les patients, les citoyens et le monde de la santé en règle générale. C'est ce que Jean Houry avait nommé en 1957, de façon un peu anodine, l'ambiance. L'ambiance à l'hôpital. Terme un peu effectivement simple, mais qui tentait de rendre plus compréhensible et partageable par chacun l'idée de pathoplastie. Pathoplastie, à savoir la dimension pathogène directement en relation avec le milieu environnant. Ou, pour le dire plus simplement encore, comment un milieu peut rendre malade celui qui s'y trouve. Dès 1927, le psychiatre Hermann Simon avait parlé de soigner l'hôpital, précisément dans le but de bien soigner les malades. Et Tosquier, à Saint-Alban, en avait fait sa pratique. Et Houry de commenter. Bien sûr, si un directeur est sadique, phobique, paranoïaque, tout s'en ressent. On aura beau amener les techniques de pointe, de la psychanalyse de groupe ou autre, on n'aboutira pas à grand-chose. Il y a une pathologie qui est entretenue par la structure de l'ensemble hospitalier, par les habitudes, les préjugés. C'est dans ce sens-là que Tosquier disait qu'en psychiatrie, on est en retard de plus de 100 ans. Sur la médecine ou la chirurgie, on n'a pas encore inventé l'asepsie. Ou encore, comment,
chaque institution n'a pas seulement à affronter la lutte contre le nosocomial physique, mais contre le nosocomial psychique, au sens où il y a une contamination tout aussi délétère pour les structures de soins qui n'est pas matérielle, mais immatérielle, relationnelle, intersubjective, qui renvoie aux rémanences de domination, de mépris, de discrimination dans les rapports sociaux. Là encore, la chaire Humanité et Santé espère pouvoir contribuer activement à la mise en place de ce regard critique sur le fonctionnement des organisations et des institutions afin qu'elles puissent rénover leurs pratiques et élaborer le meilleur soin possible pour les soignés et les soignants. Le fort développement des maladies chroniques invite aussi la chaire à se saisir d'une réflexion plus sociétale concernant la définition de la maladie et son acception sociale. Si l'on se réfère à la définition de l'OMS, la maladie chronique est un problème de santé qui nécessite une prise en charge pendant plusieurs années, dont le retentissement sur la qualité de vie des patients et de leur environnement familial, professionnel est considérable. Le rappel de cette définition montre à quel point la définition de la maladie a d'ailleurs considérablement changé. La maladie n'a pas basculé du côté de la mort, c'est une bonne chose, mais du côté de la vie. Être malade signifie désormais plus souvent vivre avec un mal qui succombe directement, voire vivre mal avec un mal qui vit. Aucune guérison n'est un retour à l'innocence physiologique, dit Canguilhem, là encore. Il y a une irréversibilité de la normativité biologique. Alors, autre illustration de la nécessité de penser humanité et santé, le tournant ambulatoire de l'hôpital, qui combine un réquisite d'amenuisement des coûts financiers et les attentes aussi d'une patientèle qui désire être soignée différemment, plus rapidement, et sans doute avec un ressenti plus fort de continuité entre les différentes périodes de sa vie que représente la maladie et l'absence de maladie. Le boom des maladies chroniques invite à mettre en place ce sentiment de continuité dans la vie des patients et des soignants, tant la maladie, encore une fois, bien que soignée, ne disparaît pas. Et le tournant ambulatoire de l'hôpital a, faut-il le rappeler, comme premier partenaire, la considération pour le patient. Sa reconnaissance en tant que sujet et porteur d'un savoir spécifique nécessaire à la compréhension de son mal. Inscrire la démocratie dans un régime de savoir, et non pas simplement dans un régime de pouvoir, est un enjeu considérable pour canaliser, pour contrer l'entropie avec un E démocratique. Certes, la séparation des pouvoirs est constitutive de l'état de droit et reste indépassable. Celle-ci est d'ailleurs toujours à défendre, est grandement et régulièrement mise à mal par les tentatives abusives de chaque pouvoir d'outrepasser ses limites, et plus spécifiquement par l'exécutif d'en revenir souvent à la raison d'exception, d'urgence ou d'état, pour précisément nier l'état de droit, ses valeurs et ses principes. Sans parler des indépendances menacées, de la justice, de la presse. Mais la grande aventure de la démocratie ne se situe pas uniquement là, dans ses sciences et arts du gouvernement. La démocratie demeure une affaire de science et d'art tout court. Une affaire de sciences humaines et sociales, d'humanité scientifique, de création et d'invention de nouveaux outils régulateurs. Il existe un pacte, lui aussi tout aussi consubstantiel que la séparation des pouvoirs entre la souveraineté populaire, l'invention démocratique et la connaissance sous toutes ses formes. La Tour a parlé de la nécessité d'un droit d'enquêter. Et il faut entendre ce terme d'enquête au sens large, celui de l'investigation scientifique, journalistique, humaine, la manière dont nous créons des méthodologies et des protocoles validés pour faire émerger de la connaissance et affaiblir la désinformation dans laquelle nous baignons. S'informer, se former, se transformer. Voilà ce que l'épistémologie de la démocratie enseigne à la politique. Et c'est ce qu'il y a derrière le grand continuum du soin. L'attention aux idées, l'attention à la connaissance, l'attention aux êtres et au monde. Pour conclure vraiment, la chair a eu 3 lieux et 3 temps de naissance. Elle fait mieux que Dionysos avec ses 2 naissances et se maintient dès lors dans la grande tradition des naissances métamorphiques multiples.
Première naissance, c'était en 1993, auprès d'un être cher de la famille, à l'hôpital de l'Arche, où il s'agissait de veiller celui qu'on aime pour qu'il ne meure pas. Là, je me suis dit, confronté à la grandeur, confronté à la grandeur et à la misère du soin, qu'il serait bon, une fois devenue plus grande, de créer une chaire de philosophie à l'hôpital et non pas à l'université. Pardon. Donc 1993. Le in situ avait son importance. Deuxième acte de naissance, c'était à l'Hôtel-Dieu, et un peu en amont, lorsque j'ai proposé au directeur de la PHP de créer une chaire de philosophie à l'hôpital. Et puis, troisième acte de naissance, la plus belle, c'était ici, au Conservatoire national des arts et métiers, là où la chaire académique allait pouvoir consolider encore davantage la formation des soignants et des patients, et de tous ceux qui considèrent que le soin est la seule manière d'habiter le monde. Ici, en amphithéâtre Abbé Grégoire, la chaire Humanité et Santé est bien évidemment technophile. Elle demeure un grand plaidoyer pour la technique, la science, les machines, au sens même où celles-ci ont pour finalité d'émanciper l'homme et de l'aider à poursuivre sa sortie de l'état de minorité. Le rapport sur l'établissement d'un conservatoire des arts et métiers, séance du 8 Vendémiaire de l'an 3 de la République une et indivisible, était en 1794, il est celui qui a refusé, l'abbé Grégoire, de faire des arts mécaniques, des arts qui ne seraient pas libéraux. Il n'a eu de cesse de rappeler que les machines sont au service de l'humain, et non l'inverse. Mais en invitant à la création d'un conservatoire, il a refusé le leurre de l'évidence, celui de croire à la neutralité de la technique, à la neutralité des machines. Les machines sont conçues par les hommes. Elles reproduisent leurs biais cognitifs, émotionnels. Plus on crée des machines, plus il faut renforcer la formation des hommes et finaliser la technique afin que celle-ci maintienne l'homme dans son humanisme. Cette vision capacitaire, imaginative du soin, me paraît déterminante pour aborder la question des humanités scientifiques et de la santé en règle générale. Santé comme lien au monde et à soi. Encore une fois, il s'agit de rendre le monde habitable, vivable pour l'humanisme, et pas seulement les hommes réduits à leur vérité animale et multiple. Il s'agit d'élaborer une qualité de présence au monde, au vivant, à la nature, au sens où elle est inséparable, cette nature, de notre finalité humaniste. Et la chaire Humanité et Santé sera, j'en suis sûre, ce lieu où s'échafaude une manière d'habiter le monde et où la raison ne plie pas devant l'arraisonnement ambiant et les pronostics d'effondrement. Je vous remercie. Par décision du président de la République, Cynthia Fleury, vous avez été nommé professeur du CNAM sur la chaire Humanité et Santé, et j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre la médaille de notre établissement. Bravo.